On a terminé d'écrire l'histoire, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on va faire. Maintenant qu'on a tout ça, il nous faut des choses un peu plus concrètes. Donc il nous faut des personnes avec qui travailler, il nous faut surtout un local. Donc on pense déjà à un lieu au moins de 300 mètres carrés. On se dit que c'est un espace qui serait vraiment bien pour toutes nos salles, plus l'accueil. Pour trouver le local, on a fait tous les sites qui existaient. C'est con, mais on cherchait sur Google local commercial Paris et puis on regardait toutes les annonces. On recherche et puis on y va, mais juste pour voir, quoi. C'était vraiment en mode il nous faut un local. On verra ce qu'on trouve, mais il nous faut un local. Le plus gros obstacle qu'on a eu, il y a eu déjà le prix, parce que c'est une blinde, un local à Paris, putain. Le loyer, c'est le plus gros, c'est la plus grosse dépense mensuelle dans une entreprise, en tout cas à Paris. Ça représente quand même un coût énorme. On s'est dit, ouais, c'est bon, on peut lâcher tout l'argent là que vous nous demandez. Alors qu'on avait rien. On n'avait rien, quoi. On avait un peu d'argent de côté. Mais je veux dire, si on donnait cet argent, on n'avait plus rien pour la banque. Enfin, c'était n'importe quoi. Les propriétaires à Paris, généralement, c'est des gens qui s'en foutent de ton projet. Ils voient l'argent, ils regardent les chiffres, ok. C'est sûr que nous, on est arrivés, on était des étoiles plein les yeux à leur expliquer ça va être trop bien, ça va être trop génial, il y aura plein de trucs trop beaux et tout. Bah oui, mais vous me donnez combien en fait? Il n'y a pas beaucoup d'annonces, parce qu'un 300 mètres carrés à un prix, entre guillemets, convenable. Convenable, j'entends convenable, c'est en dessous de 10 000 € par mois. C'est quand même assez rare, ça existe, mais c'est rare et du coup ça part assez vite. On a continué à faire les visites pendant plusieurs mois, c'était un par semaine à peu près, si je dois faire une moyenne. Donc on en a vu beaucoup, beaucoup. On en a vu des très cool, on en a vu des très nuls. Puis après, de toute façon, on allait s'adapter aussi au local. Hein. On n'a pas choisi un local en fonction exactement de ce qu'on voulait, exactement à tel endroit et tout. On s'adapte, mais parallèlement à ça, il fallait qu'on lance aussi l'étape des travaux. Donc on s'est vite retrouvé à la ramasse en fait. On savait pas combien coûtait telle chose, on savait pas quels étaient les prix du marché. Peut-être on va demander à des gens qui s'y connaissent un peu, voir comment ça se passe. On va contacter un cabinet d'architectes et on a trouvé une architecte qui était, je vais pas dire spécialisée, mais qui avait déjà fait énormément d'escape games, dont les escape games qu'on préférait le plus. Donc je suis Aurélie Sabatier, je suis architecte et j'ai créé Maps Architecture en 2015. Donc de notre côté, en fait, on fait un accompagnement qui est global. Donc on vient récupérer des clients qui ne connaissent pas le monde du bâtiment. Et dans l'accompagnement après du client, c'est aussi être la personne qui va permettre donc de rendre les choses tangibles. Elles allaient nous aider pour faire pas uniquement gérer des devis parce que sinon c'est nul. Mais en fait, elles vont aussi s'occuper de tout ce qui est réaliser les plans, savoir exactement comment on positionne nos espaces, nous aider à gérer pour tout ce qui est la partie des normes de sécurité, normes handicapées, toutes les normes en fait pour la sécurité globale du local et des joueurs et des employés. On va faire toute la partie aussi réglementaire et ça c'est l'accompagnement qui est décisif. C'est-à-dire que sur un projet d'ERP, donc établissement recevant du public, ne pas se prémunir on va dire des compétences d'un architecte, c'est de mon point de vue illusoire. On se retrouve dans des conditions de jeu qui sont finalement dangereuses pour le public. C'est vraiment des réglementations obligatoires pour des gérants d'entreprise. Tout doit être adapté pour tout type de joueurs, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient à mobilité réduite, en fauteuil roulant, malentendants, malvoyants. Et nos compétences ne nous permettaient pas de savoir quelles étaient les normes. Donc c'est sur ce volet-là aussi qu'on accompagne les clients qui ne sont pas obligés de connaître, enfin qui arrivent sans connaître en fait même, et c'est normal, l'ensemble des réglementations de sécurité incendie et d'accessibilité aux personnes portant un handicap. Et aussi, en termes de confort de joueurs et d'employés, c'est qu'on voulait avoir de la climatisation, du chauffage, de la ventilation aussi, parce que dans une salle d'escape, ça peut très vite monter la température parce que c'est des petits espaces, il y a beaucoup de joueurs. C'est horrible d'être dans une salle où il fait 40 degrés. Pour jouer, on n'apprécie pas du tout. On passe pas un bon moment. On s'est renseigné pour savoir s'il existait des sociétés qui créent des escape games. On est tombé sur une société qui nous plaisait. Eux vont s'occuper de la partie mécanisme électronique et les jeux, en fait. Et on voulait bosser avec une autre société qui allait s'occuper de la partie décoration. Je m'appelle Denis et je suis le créateur de l'agence Luxar. Luxar, c'est une société spécialisée dans le décor immersif. On fait des expositions, on fait des expériences immersives, des escape games, des pop-up, des shootings photos. On fait tout ce qui est décor, voilà. Et on s'est spécialisé vraiment sur le marché de l'immersif.
On pensait au départ pas du tout travailler dans ce domaine-là. Le jeu par lui-même est hyper intéressant, mais pas très joli, pas très bien réalisé. C'était souvent des décors un peu cheap. Et ayant une société de décors, je me suis dit que il fallait vraiment qu'on se lance dedans. Donc on a créé Artimus. On a fait leur salle, Artimus, et franchement, on s'est dit, qui a fait ça? Qui a fait cette déco? On veut travailler avec cette personne. Quand ils nous y sont venus et qu'ils nous ont présenté leur pitch de base et leur idée, on a trouvé ça super bien. Et on a tout de suite adhéré au truc, on a vraiment eu envie de participer à ça. Et puis on avait nos 2 prestataires principaux. Voilà, on avait ceux qui allaient faire les décors, ceux qui allaient faire les mécanismes. À ce moment, on était trop contents, on était les plus heureux du monde. On bossait avec des personnes qu'on voulait vraiment voir sur le projet. On était toujours en train d'avancer sur plein de sujets en même temps, mais l'un des plus importants, c'est le local. Et donc on continuait, parallèlement à tout ce qu'on faisait là, de chercher le local en fait. On en a visité un qui était dans le 11e arrondissement, qui était franchement pas mal. On est revenu avec notre architecte et ça lui semblait bon aussi. Et c'est bizarre, parce que, en fait, je saurais pas du tout expliquer pourquoi, mais à un moment, quelques jours après d'avoir fait ces 2 visites et de s'être mis d'accord avec le propriétaire sur tous les points qu'il fallait qu'on voit, je me suis dit qu'il fallait pas le faire. Et donc, en fait, on s'est rétracté. C'est pas ça aurait pu être ce local, mais pas maintenant. Pas à ce moment-là. Et on a fait, je crois, une des meilleures décisions pour ce projet, parce que si on s'était pas rétracté, je crois que jamais Deep Insight aurait pu voir le jour. Parce que quelques semaines après s'être rétracté, un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. Depuis midi, nous sommes donc passés au confinement général. On ne doit plus quitter son domicile.